Cette vidéo est le 5e et dernier épisode d'une série de 5 vidéos consacrées aux bases conceptuelles de la recherche, et là on va voir la différence entre le qualitatif, le quantitatif et les méthodes mixtes. Parce que quand on cherche à comprendre la différence entre qualitatif et quantitatif, ce qu'on va faire dans un premier temps, on a souvent cette définition en fait. L'approche qualitative cherche à comprendre la signification, les mécanismes et les contextes, pourquoi une personne agit, comment une norme se construit, ce qu'un événement signifie pour un groupe. L'approche quantitative cherche à identifier des régularités, des corrélations, voire des causes entre des phénomènes qu'on peut mesurer en chiffres. Donc c'est mesurer combien, à quelle fréquence, avec quelle intensité les choses se produisent. Mais je pense que le meilleur pour aller beaucoup plus loin que cette définition, c'est l'article suivant de James Mahoney et Gary Gertz qui identifie 10 différences majeures entre le qualitatif et quantitatif. Et je pense que c'est intéressant parce que ça nous permettra de comprendre point par point, et avec des exemples évidemment, les nuances entre les deux au-delà de cette définition basique. Donc le premier point qu'ils mettent en avant, c'est que qualitatif et quantitatif ont deux approches de l'explication. C'est un des points principaux et beaucoup des autres points y sont liés. Le qualitatif cherche à expliquer des cas individuels en s'intéressant aux causes des effets. Donc on commence par observer un effet, par exemple une révolution, un trouble psychologique, une évolution culturelle, et on remonte ensuite aux causes qui l'ont produit. Le quantitatif cherche à estimer l'effet moyen des variables explicatives en s'intéressant aux effets des causes. Donc on cherche à évaluer l'impact général en fait, d'une variable sur un ensemble de cas. Par exemple, on va regarder le changement d'heure sur la qualité du sommeil. Voilà, les effets des causes. Les expressions cause des effets et effets des causes, elles peuvent porter à confusion, donc le plus simple, c'est de voir que le qualitatif cherche à comprendre les causes, et le quantitatif cherche à tester des effets. Et c'est assez structurant parce qu'il y a des causes qui ont beaucoup d'effets, et des effets qui sont très présents, mais dont c'est difficile de déterminer la cause. Donc, si on prend l'exemple d'un effet, d'un phénomène fréquent qui n'a pas une cause unique, le burn-out chez les soignants. Voilà, l'effet qu'on observe, c'est le burn-out massif dans les hôpitaux, mais il n'y a pas une cause unique. Selon les cas, ça peut être le manque de reconnaissance, la surcharge de travail, l'isolement, un management toxique, un conflit éthique, et donc on a le même effet global qui est produit par des combinaisons différentes de facteurs individuels ou contextuels, et c'est typique du qualitatif. Voilà, on explore les chemins singuliers menant au même résultat, c'est ça comprendre les causes d'un effet. Il peut aussi y avoir une cause puissante et des effets multiples, donc par exemple la pauvreté. C'est une seule cause qui produit une cascade d'effets différents, donc décrochage scolaire, problèmes de santé, isolement social, etc. C'est intéressant de tester les effets de la pauvreté pour voir à quel point ça peut agir sur toute une série d'éléments. Donc, par exemple, ça ne va pas causer le décrochage scolaire, mais ça va avoir un effet. Ça ne va pas causer l'isolement social, mais ça va avoir un effet. Voilà, c'est ça comprendre les effets d'une cause. Et c'est ça les deux approches de l'explication. L'un va tenter d'identifier les causes, même si d'autres facteurs ont pu avoir un effet, et l'autre se demande quels facteurs ont pu avoir un effet, même s'ils ne suffisent pas en soi à avoir causé ce qu'on observe. Le deuxième point, il porte sur deux conceptions de la causalité. Les recherches qualitatives cherchent à trouver des causes nécessaires et suffisantes, et les recherches quantitatives cherchent à trouver des causes corrélationnelles. Une cause nécessaire, c'est quand une condition est nécessaire à la survenue d'un phénomène, donc si sans elle, le phénomène ne peut pas se produire, donc par exemple, sans élection, pas de victoire électorale. La causalité est suffisante quand, à elle seule, elle entraîne le phénomène. Alors en sciences sociales, les causes sont rarement suffisantes seules, car les contextes varient. Et on va prendre deux exemples pour voir comment ça se passe en qualitatif et en quantitatif. Donc en qualitatif, on va prendre l'exemple d'un sujet en éducation. Donc avec la question suivante, dans quelles circonstances les réformes scolaires décentralisées ont-elles permis une amélioration significative des résultats des élèves en zone rurale? Donc on pourrait dire que l'amélioration significative des résultats scolaires en zone rurale résulte de différentes combinaisons possibles de facteurs. Donc par exemple, il y a une amélioration quand il y a des réformes décentralisées et un engagement des enseignants et des ressources adéquates, ou des réformes décentralisées et la participation active des parents et un faible taux d'absentéisme. Donc ici, l'engagement des enseignants, il n'est ni suffisant seul, car sans réforme décentralisée ou sans ressources adéquates, l'effet ne se produit pas, ni nécessaire seul, car d'autres combinaisons, avec d'autres facteurs, pourrait aussi produire l'effet. Mais l'idée, voilà, c'est que l'engagement des enseignants fait partie d'un ensemble de facteurs qui, ensemble, sont suffisants pour produire l'amélioration. C'est ça la conception de la causalité en qualitatif. En quantitatif, on considère que la causalité, c'est plutôt chercher à mesurer l'effet moyen d'une cause sur un ensemble, donc les effets d'un traitement sur une population, par exemple. Si on étudie l'effet moyen d'une hausse du salaire minimum sur le chômage, parmi les travailleurs peu qualifiés, on ne pourra pas démontrer que la hausse du salaire minimum c'est une cause unique et suffisante du chômage dans chaque cas particulier. Donc la question de cause nécessaire ou suffisante, elle ne se pose pas vraiment. Mais on pourra mesurer un effet statistique moyen. Et donc la manière dont on approche la causalité ici, c'est pas de dire qu'il y a une configuration de facteurs qui a causé quelque chose. On va plutôt identifier une cause à travers une différence statistique.
Voilà, on va prendre la moyenne des résultats avec le traitement, on va la comparer avec la moyenne sans le traitement, et s'il y a une différence, on considère que statistiquement, il y a eu un effet. Le troisième point, ça porte sur ce qu'ils appellent les explications multivariées. Là, on va faire court. Les deux approches, l'idée c'est que qualitative comme quantitative mobilisent des explications multivariées, c'est-à-dire en fait ça cherche à comprendre un phénomène en mobilisant plusieurs facteurs explicatifs. Ça paraît intuitif parce qu'en fait la plupart des phénomènes n'ont pas une cause unique. Ça résulte de variables juridiques, économiques, sociales, institutionnelles, bref. Mais faisons simple, le qualitatif explore des combinaisons et interactions complexes entre facteurs dans des cas concrets, c'est ce qu'on a vu juste avant, hein. Donc quand il y a réforme décentralisée et engagement des enseignants et ressources adéquates, tout ça ensemble produit un effet. Mais le quantitatif, il va décomposer le phénomène en différents effets moyens. Donc c'est comme si on avait regardé l'effet moyen des réformes décentralisées uniquement, ensuite l'effet moyen de l'engagement des enseignants uniquement, etc. C'est comme ça qu'on analyse de manière statistique généralement, sans nécessairement étudier comment ces facteurs se combinent ou s'influencent mutuellement. Le quatrième point, c'est sur l'équifinalité. Alors ce point, on va passer aussi très rapidement dessus, parce qu'en fait l'équifinalité, c'est quoi? En qualitatif, l'équifinalité, c'est de dire qu'un même résultat peut être atteint par différents enchaînements causaux, c'est-à-dire plusieurs combinaisons de facteurs spécifiques. En fait, c'est ce qu'on a vu juste avant aussi sur l'amélioration significative des résultats scolaires. Ça peut arriver avec deux configurations. L'idée, c'est de dire que ça, en fait, c'est pas très pertinent en quantitatif parce que, comme on prend toutes les variables en même temps et qu'on teste les effets statistiques de toutes les variables sur un échantillon de cas extrêmement large, c'est pas très pertinent de raisonner en termes de configuration qui aurait des effets dans certains cas précis, puisqu'en fait, on teste tout sur tout et qu'on raisonne par moyenne et par probabilité. La cinquième différence, elle est sur la portée et la généralisation. Donc dans le qualitatif, la portée, elle est réduite pour éviter l'hétérogénéité causale. En fait, ce qui veut dire pour bien identifier les causes précises dans le cas qu'on étudie. Dans le quantitatif, la portée, elle est générale, parce qu'en fait, il faut beaucoup de cas pour faire des statistiques, et parce qu'il y a une volonté de généralisation. Donc là, de nouveau, pas besoin de faire inutilement compliqué, hein. Les chercheurs qualitatifs tendent à expliquer un nombre limité de cas, et du coup, c'est difficile de généraliser sur la base de peu de cas, parce qu'en élargissant aussi le champ d'études, on risque de rencontrer de nouveaux cas qui ne correspondent pas aux relations causales identifiées précédemment, ce qui fait que quand on élargit, à plus de cas, on a souvent besoin de revoir, modifier ou créer de nouvelles théories. Les chercheurs quantitatifs, ils tendent à expliquer un grand nombre de cas et à utiliser de larges échantillons qui représentent une grande population. Donc les résultats, ils sont plus généralisables, du coup, quand on élargit la population étudiée, ils sont aussi plus stables, parce qu'en fait, ils ne cherchent pas à expliquer chaque cas, mais à identifier des tendances globales. Et donc, l'explication est plus générale de base, puisqu'on cherche à identifier des tendances, et elle s'applique à plus de cas, ce qui fait que la généralisation est permise. Là, de nouveau, c'est aussi assez intuitif. La sixième différence, elle porte sur les pratiques de sélection des cas. Donc dans l'approche qualitative, la sélection des cas, elle est orientée vers les cas positifs sur la variable dépendante, et dans l'approche quantitative, la sélection des cas, elle est aléatoire, idéalement sur les variables indépendantes. Et tous les cas sont potentiellement analysés. Donc en recherche qualitative, on choisit généralement des cas où le phénomène étudié se produit, c'est ce qu'ils appellent des cas positifs, pour comprendre ce phénomène en profondeur. Donc par exemple, la variable dépendante, c'est ce qu'on cherche à expliquer. Donc pour étudier les révolutions, on sélectionnera des pays ayant connu une révolution. C'est ça des cas positifs sur la variable dépendante. Ou pour comprendre la réussite d'entreprises innovantes dans les technologies vertes, on étudiera des startups qui ont réussi, comme celles qui ont dépassé 5 ans d'existence avec une forte croissance par exemple. Et cette approche, elle explique pourquoi le nombre de cas est souvent limité, parce que le nombre de cas représentant un phénomène précis, en particulier, est généralement plus réduit. En recherche quantitative, on sélectionne un échantillon représentatif ou aléatoire comprenant des cas où le phénomène est présent ou non, afin d'estimer des effets moyens et de généraliser à une population plus large. Donc, par exemple, si on voulait étudier les facteurs influençant le succès des petites entreprises, on analysera un large échantillon d'entreprises variées, prospères, en difficulté, en faillite, ce qui permet de mesurer statistiquement l'impact de facteurs comme le financement ou l'innovation sur tous les types d'entreprises, puis de voir si ces facteurs ont un effet particulier sur les petites entreprises du secteur des technologies vertes. Et voilà, la taille de l'échantillon, elle est donc souvent importante, parce que ça permet de garantir la validité statistique des résultats et de détecter des effets sur tel ou tel segment de l'échantillon. La septième différence, c'est sur ce qu'ils appellent la pondération des observations. Donc en fait, quel poids on va donner aux différentes observations dans les conclusions qu'on tire. Dans l'approche qualitative, on dit que la théorie est sensible aux observations individuelles, c'est-à-dire qu'un phénomène différent peut avoir un impact significatif. Et dans l'approche quantitative, toutes les observations sont a priori également importantes. Donc ça veut dire quoi? En approche qualitative, toutes les observations ne se valent pas. Le chercheur, c'est l'exemple qui est donné, il agit comme un détective. Il est attentif aux cas singuliers qui peuvent remettre en cause ou affiner une théorie. Donc par exemple, imaginons, on a une théorie qui dit que les campagnes de recyclage fonctionnent si l'information a été donnée et la communication faite.
Si une étude sur 50 campagnes de recyclage révèle qu'une seule a échoué, non pas à cause d'un manque d'information ou d'un manque de communication, mais d'un conflit social local, bah, c'est une anomalie, c'est pas une question d'information ou de communication et ça doit être intégré à l'analyse. Ça veut dire que la théorie avait oublié un facteur. En approche quantitative, ça serait pas ça l'effet, c'est-à-dire que chaque observation a le même poids statistique. L'objectif, ça reste de dégager des tendances générales sur un grand nombre de cas. Donc, si on a une analyse qui porte sur 500 campagnes, on a peut-être un ou deux échecs qui sont dus à des conflits locaux, mais ils seront intégrés dans l'ensemble. Voilà, ils n'auront pas d'influence particulière sur la conclusion, qui vise à estimer, par exemple, voilà, l'effet moyen du budget ou de la durée sur le succès de la campagne en question. Donc, il y aura peut-être un effet pris en compte, mais l'idée, c'est d'interroger plus généralement ce qui se passe sur l'ensemble des campagnes. La 8e différence, c'est sur ce qu'on appelle les cas substantiellement importants. Donc, est-ce qu'il faut que la théorie explique les cas majeurs? Dans l'approche qualitative, les cas significatifs doivent être expliqués, mais dans l'approche quantitative, les cas significatifs ne reçoivent pas une attention particulière. Donc, en qualitatif, les chercheurs ne considèrent pas tous les cas comme égaux. On a souvent des cas qu'on considère comme étant critiques ou typiques, ou les plus probables, les moins probables, dans le cadre d'une théorie donnée. Donc certains sont historiquement, politiquement, symboliquement significatifs, mais les cas majeurs doivent être expliqués. Donc là, il donne des exemples dans l'article. Que vaut la théorie marxiste si elle ne peut pas expliquer la Révolution française? Voilà, c'est un cas typique d'une révolution. Que vaut la théorie réaliste en relations internationales si elle ne peut pas expliquer la fin de la guerre froide? En quantitatif, ça ne serait pas la même chose. Les chercheurs quantitatifs, ils considèrent que tous les cas dans un grand échantillon ont le même poids, donc peu importe leur importance. L'exemple qu'ils donnent, c'est que la Révolution française n'a pas plus de poids dans la falsification d'une théorie que la Révolution bolivienne, par exemple. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la capacité d'une théorie à expliquer la majorité des cas dans l'ensemble des données. Donc, la différence principale, c'est simplement l'importance accordée à la question de certains cas, en fait. C'est-à-dire que les qualitativistes, ils considèrent que certains cas, s'ils ne sont pas expliqués, à eux seuls mettent à mal la théorie. Les quantitativistes considèrent qu'aucun cas n'est particulièrement significatif. C'est-à-dire que, là encore, c'est cohérent avec ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que si le but, c'est d'étudier les effets des causes et qu'on veut un échantillon le plus large possible, pourquoi insister sur quelques cas spécifiques, en fait? Le 9e point, il porte sur l'absence de conformité. En fait, le problème ici, c'est, imaginons on a un ensemble de cas qui vont dans un sens, et 1 sur 5, mettons, va dans un autre sens. Voilà, comment traiter ce manque de conformité aux autres cas? Dans l'approche qualitative, les cas non conformes sont examinés de près et expliqués. Et dans l'approche quantitative, les facteurs causaux non systématiques sont traités comme des erreurs. Donc, en approche qualitative, un cas qui ne correspond pas aux attentes théoriques, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité analytique. On va l'examiner de près pour en comprendre les causes spécifiques, ce qui permet d'enrichir ou de nuancer la théorie. Donc là, par exemple, si on a une étude sur les guerres majeures en Europe, on l'étudie sous l'angle des causes structurelles, donc l'économie, la compétition entre nations, etc. La Première Guerre mondiale, c'est un conflit atypique, parce qu'elle est déclenchée par un événement local en apparence, l'attentat de Sarajevo. Donc on doit intégrer ce genre d'événements locaux dans l'analyse en disant que, en plus des éléments structurels, il y a ce cas spécifique de la Première Guerre mondiale où il peut y avoir des facteurs conjoncturels ou individuels et on nuance la théorie. C'est comme ça qu'on traite l'absence de conformité. En approche quantitative, à l'inverse, les cas non conformes, c'est juste considéré comme des écarts normaux, en fait, ou des écarts qui sont liés au hasard, donc, ou à des erreurs de mesure, ou à des variables non observées. L'important, c'est que le modèle fonctionne bien en général. Voilà, pas qu'il explique chaque cas individuellement. Si on a une modélisation statistique des guerres européennes, on peut avoir un événement singulier comme Sarajevo, mais ce sera traité comme une exception, et ça n'affecte pas la validité générale du modèle. Parce que de nouveau, en fait, si on a vérifié que certains facteurs avaient un effet statistique significatif, ça a un effet statistique significatif. Pas besoin que ce soit significatif dans chaque conflit. Ça l'est en moyenne dans l'ensemble des conflits, donc on se dit que tel ou tel facteur a quand même un impact, même si ça n'a pas un impact pour chaque conflit. Le 10e et dernier point, c'est sur les concepts et la mesure. Donc, les deux approches ne mettent pas l'accent sur la même chose. Dans le qualitatif, les concepts, c'est au centre de l'attention. Donc, s'il y a une erreur, il faut réviser le concept. Dans le quantitatif, les mesures et indicateurs, c'est ça qui est au centre de l'attention. Donc si on prend un sujet de psychologie, comment se construit et s'exprime l'identité numérique des adolescents sur les réseaux sociaux? En approche qualitative, l'attention porte avant tout sur la précision conceptuelle. Le chercheur veut définir précisément, finement ce qu'il entend par identité numérique, en intégrant les tensions entre image de soi, normes sociales, performance identitaire, etc. Donc par exemple, s'il étudie des adolescents sur les réseaux sociaux, il affinera progressivement le concept, c'est ça qui est important, affiner le concept pour comprendre le mieux possible. Il affinera progressivement le concept pour distinguer différents types d'identités numériques. Donc par exemple, une identité performative, une autre réflexive, une autre communautaire.
sans inclure des usages non pertinents comme par exemple la simple navigation. Voilà. Et là, on considère que s'il y a une erreur dans l'analyse, ça vient d'un mauvais cadrage conceptuel. Il faut corriger, il faut améliorer les concepts qu'on utilise pour analyser le phénomène. Mais en approche quantitative, il n'y a pas une emphase aussi forte sur les concepts. L'enjeu porte sur la mesure. Voilà, on opérationnalise, si on reprend le sujet, l'investissement identitaire, à travers des indicateurs chiffrés, donc fréquence de publication, diversité des plateformes, régularité des interactions. Le concept, il reste plus stable. On ne va pas essayer de l'affiner, de créer des sous-concepts, etc. Le concept reste plus stable et l'erreur éventuelle, s'il y a une erreur, on considérera qu'elle provient d'indicateurs mal choisis ou imprécis. Et donc l'objectif ici, c'est pas de faire mieux ou moins bien, enfin, ou de redéfinir le concept. L'objectif, c'est juste d'en quantifier un aspect mesurable. Et après, s'il y a une erreur dans l'analyse statistique, on considérera qu'on a mal calibré le modèle statistique, mais on ne remettra pas en cause le concept lui-même, juste la manière dont on l'a mesuré. Et ça, ce sont les 10 principales différences entre qualitatif et quantitatif. Maintenant, concernant les méthodes mixtes. Une méthode mixte, ça mélange les deux évidemment, c'est quand votre méthodologie a une partie qualitative et une partie quantitative. Donc, pour mieux voir à quoi ça sert et quand est-ce que c'est utile, je pense intéressant de voir que la conception d'une étude en méthode mixte, elle peut être répartie en fait en 3 types basiques. On appelle ça des designs de recherche. Le design parallèle convergent, le design séquentiel explicatif et le design séquentiel exploratoire. Donc l'idée du design parallèle convergent, c'est ça implique une collecte et une analyse simultanée des données quantitatives et qualitatives qui sont ensuite traitées séparément. Et l'objectif est de produire en fait 2 ensembles de données distincts mais complémentaires en espérant que ça s'éclaire mutuellement. Donc par exemple, on peut interroger les habitants d'un quartier donné tout en leur faisant remplir un questionnaire pour évaluer leur satisfaction vis-à-vis de leur environnement. Et l'idée, c'est d'avoir un design qui fournisse une compréhension multidimensionnelle d'un phénomène. C'est utile, par exemple, quand on veut valider ou nuancer des résultats quantitatifs avec des témoignages, avec des entretiens riches. Et donc, ce design, parallèle convergent, il vise à recueillir simultanément des données quantitatives et qualitatives, à les analyser séparément, puis à mettre en relation les résultats pour identifier les convergences, les divergences ou les complémentarités. Il repose sur l'idée qu'on va avoir 2 types de données qui vont offrir des données, des éclairages différents mais complémentaires, et qu'on comprendra mieux le phénomène étudié. Le design séquentiel explicatif, lui, c'est plutôt l'idée qu'on va avoir des données quantitatives recueillies en premier, puis des données qualitatives. C'est utilisé quand on souhaite approfondir l'analyse des données quantitatives grâce à des informations qualitatives. Donc, par exemple, on a mené une enquête auprès des employés d'une entreprise sur leur satisfaction au travail. On peut après organiser des entretiens pour mieux comprendre pourquoi ils ont répondu de telle ou telle manière. Et là, l'objectif, c'est que les données qualitatives, elles éclairent les résultats quantitatifs. Donc, c'est adapté, par exemple, quand on obtient des chiffres, qu'on veut expliquer ces chiffres et qu'on veut les expliquer par des récits, ou qu'on veut comprendre des tendances statistiques grâce à des expériences vécues. Parce que comme on l'a vu jusqu'à présent, les tendances statistiques, ça peut être assez général. On peut vouloir les expliquer par des éléments plus précis, des expériences vécues, des récits, etc. Et enfin, on termine avec le design séquentiel exploratoire. Lui, il commence par la collecte de données qualitatives, suivie de données quantitatives. Donc, cette approche, elle est utilisée quand on souhaite d'abord explorer le sujet en profondeur, avant de procéder à une mesure quantitative. Donc, par exemple, on peut étudier les interactions entre parents et enfants à travers des entretiens, puis on conçoit un questionnaire qu'on diffuse largement afin d'examiner et de quantifier plus précisément ces interactions, la manière dont elles produisent des effets sur un ensemble de familles. C'est très utile quand on explore, par exemple, un sujet qui est peu documenté, c'est pour ça que c'est un design séquentiel exploratoire, un sujet peu documenté ou qu'on veut... on ne connaît pas trop le sujet, on veut éviter d'imposer des catégories rigides trop tôt. Donc, l'objectif, ça va être de définir d'abord des concepts, des variables, des instruments de mesure ancrés dans le terrain. Donc ça, c'est la partie qualitative. Puis de tester leur validité à plus grande échelle. Et donc là, ça va être particulièrement utile lorsque on a des outils existants, mais qui sont inadaptés ou absents, et qu'on souhaite partir de l'expérience des acteurs pour ensuite développer une enquête plus généralisable. On est arrivé au bout de cette série de 5 épisodes. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous êtes forcément intéressé pour en savoir plus, et le lien juste en dessous permettra de rejoindre la formation gratuite pour aller plus loin dans votre rédaction. Absolument aucun engagement. Vous pouvez aller regarder les détails et décider si ça correspond à ce qui vous intéresse. Et je vous dis merci pour votre attention.